Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 12 mai 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Marandi, est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur. Merci Nima, c'est toujours un vrai plaisir d'être dans ton émission. Permettez-moi de commencer, professeur Marandi, par ce qui s'est passé hier. Donald Trump attendait la réponse de l'Iran depuis 4 jours. Comme il l'a dit, l'Iran lui a donné une réponse qui, selon lui, a pris à peine 10 minutes à préparer. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette réponse qui était inacceptable pour Donald Trump? Eh bien, je suis sûr que ça n'a pas pris 10 minutes, mais il est clair que les Iraniens ont retardé leur réponse. Et c'était parce que les Américains insistaient pour que l'Iran la donne le plus vite possible, ou du moins plus tôt. En la retardant, l'Iran envoyait un message aux Américains. Nous ne travaillons pas selon vos délais. Nous n'agissons pas parce que vous nous mettez la pression. Donc, d'une certaine manière, ce geste en lui-même était déjà un message fort sur tout le processus. L'Iran ne va pas se laisser intimider par les États-Unis. Les décisions de l'Iran ne seront pas prises sous la contrainte ou sous la menace de Washington. Et à petite échelle, je pense que c'est révélateur de l'ensemble du processus. Ça explique un peu, de façon assez large, ce qui se passe exactement. La réponse iranienne, que je n'ai pas encore vue, j'en ai entendu parler, j'en ai lu des comptes rendus, mais elle semble conforme à ce qu'on attendait tous, je suppose. Je ne pense pas que quiconque ait suivi la situation de près ces derniers mois s'attendait à une réaction de l'Iran fondamentalement différente de ce qu'on a déjà vu. Évidemment, certains détails peuvent être discutés. Des questions tactiques peuvent être négociées, mais les principes pour l'Iran ne vont pas changer. L'Iran est très clair là-dessus. Le premier point, c'est le cessez-le-feu, et il devra inclure le Liban. Et cela devra aussi signifier la fin du blocus dans le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et les ports iraniens. Et ensuite, ce serait le plan iranien en 10 points qui serait négocié. Et après, ce serait le programme nucléaire. Mais les Américains ne veulent pas y croire. Je suppose que Trump continue d'envoyer ces messages en disant que cette fois, l'Iran va céder, que cette fois, l'Iran va reculer, que cette fois, l'Iran fera des concessions. Et les médias occidentaux, habitués à leur statut impérial, partent du même principe. Qu'ils soient opposés aux États-Unis, opposés à Trump ou favorables à Trump, au fond, ils présentent tous l'Iran de la même manière, comme un pays faible, vulnérable, qui dit une chose mais en pense une autre. C'est ce qu'on entend depuis des décennies dans leur description de l'Iran. Mais maintenant, ils doivent faire face à la réalité. Ils ont perdu la guerre de 12 jours. Ils ont perdu les 39 premiers jours de cette guerre, qui était une guerre ouverte. Ils ont perdu aussi la suite, je ne sais même pas comment l'appeler. Ce n'est pas un cessez-le-feu, mais ils perdent depuis ces 39 jours de combat. Sinon, ils n'auraient pas tenté une nouvelle opération la semaine dernière, près du détroit d'Ormuz, qui a échoué. Ils peuvent bien prétendre avoir coulé des dizaines de bateaux iraniens et détruit des centaines d'installations, ou peu importe. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Pas un seul navire de guerre n'a été touché. Ils ont frappé 2 pétroliers. Dans l'un d'eux, ils ont tué 5 innocents. Et ils ont aussi frappé un cargo, comme vous le savez, qui, je crois, allait d'Oman vers l'Iran, tuant une personne. Et ils ont touché 2 ou 3 bateaux de pêche, qui apparemment se dirigeaient pour aider le petit cargo, blessant plusieurs personnes. Mais ça aussi, ça a échoué. Et cet échec est évident, on le voit bien au fait qu'aucun des navires appartenant aux 5 pays qui ont aidé les États-Unis dans l'attaque contre l'Iran
le Qatar, les Émirats, le Koweït, l'Arabie saoudite et Bahreïn, aucun de leurs navires n'a réussi à franchir le détroit d'Ormuz. Et je pense que c'est là le test ultime du succès. Donc tout a été un échec. Et dans ces conditions, s'attendre à ce que l'Iran fasse des concessions et cède des points aux États-Unis, c'est vraiment étrange. Mais ça s'inscrit dans ce schéma habituel où l'Iran serait faible, vulnérable, toujours au bord de l'effondrement, et où le soi-disant régime serait instable. Et ça continue. Mais ce que j'ai trouvé fascinant, c'est quand Robert Kagan a publié son article dans The Atlantic Monthly, en admettant en gros quelque chose que presque personne d'autre, enfin, presque personne dans l'establishment, n'avait dit aussi clairement. Et bien sûr, c'est un opposant à Trump. Il déteste Trump, et sa femme, la célèbre Victoria Nuland, n'est pas non plus une amie de Trump. Mais en tout cas, il a dit que c'était une défaite majeure, une défaite sans précédent pour les États-Unis, et bien sûr pour le régime israélien, parce que le régime israélien dépend entièrement des États-Unis. J'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'ils le disent, ou qu'ils l'admettent aussi ouvertement. Mais quoi qu'il en soit, s'attendre à ce que l'Iran fasse des concessions à la table des négociations après avoir littéralement gagné la guerre chaude, je trouve ça complètement absurde. Oui, on sait que Donald Trump sera en Chine mercredi, donc demain, et qu'il rentrera vendredi. Depuis le début du cessez-le-feu, on a vu les Iraniens utiliser leur système de défense aérienne, les tester à plusieurs reprises, au moins si je ne me trompe pas 3 fois. À Téhéran, ils ont testé leur système de défense aérienne. Et aujourd'hui, on a appris que le corps des gardiens de la révolution islamique de Téhéran, le Muhammad Rasulullah, a mené un exercice militaire surprise pour contrer d'éventuelles tentatives d'infiltration ennemie. On dirait qu'il s'agit de quelque chose de souterrain. Et selon l'évaluation des Iraniens, ils essaient, vous voyez, de comprendre s'il se passe quelque chose sous terre. Et selon vous, quelle est leur évaluation si les États-Unis retournent à la guerre? Une fois que Donald Trump sera de retour aux États-Unis, est-ce que ce sera une opération terrestre, quelque chose comme ce qu'on a vu pendant les 39 jours de guerre, ou bien une campagne aérienne, avec des avions de chasse? Qu'est-ce que ce serait, selon vous? Et comment l'Iran évalue-t-il les capacités des États-Unis en ce moment précis? Eh bien, plusieurs scénarios sont possibles. Well, different things can happen. It could be a short air attack, and then a declaration of some victory. That's one thing. It could be something longer, and it could include land assaults on against Iranian islands and on the mainland, and also maybe operations deep inside Iran, like the failed operation to take out the enriched uranium. But also, the Americans have amassed terrorists in the Kurdish areas of Iraq, in northern Iraq. The local Kurdish government in northern Iraq is an ally of the Israeli regime. It is a proxy of the Israeli and U.S. regimes. So they are allowing them to be active. They're also very worried because the Iraqi central government is completely against it, and Iran has warned them that if there is an attack on Iran. Alors Erbil subira le même châtiment que les régimes du Golfe Persique. Et ils ne sont pas en position de faire quoi que ce soit à ce sujet. Les Américains ont donc rassemblé des terroristes là-bas. Les terroristes du Sistan et du Baloutchistan, les terroristes Takfiri, ont aussi été préparés au Pakistan, dans une sorte de zone neutre près de la frontière iranienne. Et puis, selon les Iraniens, les Américains et les Israéliens chercheraient peut-être à activer des cellules à l'intérieur du pays. Il faut se rappeler que l'Iran est un pays immense, avec 15 voisins. Certains disent, mais pourquoi peuvent-ils s'infiltrer? C'est un peu comme en Russie.
La Russie est un pays tellement vaste. Parfois, on voit les Ukrainiens mener des opérations en plein cœur du territoire russe. C'est parce qu'il est très difficile de contrôler toutes les frontières. Certaines zones sont très peu peuplées. Le régime israélien, en revanche, est tout petit. Il y a des caméras partout. Et bien sûr, ils disposent de tous les moyens que les Américains peuvent leur fournir. Leur objectif, ce serait d'activer ces groupes terroristes à Téhéran et dans d'autres villes pour semer le désordre. Ils ne peuvent évidemment pas prendre la ville. Mais si 1000 ou 2000 personnes commencent à mener des attaques terroristes ou une offensive dans un quartier de Téhéran, ce serait, disons, une guerre urbaine. Et pendant les émeutes qu'on a vues au début, il y a quelques mois en Iran, où 317 personnes ont été tuées, ceux qui participaient à cette insurrection armée tiraient sur la population et provoquaient le chaos. Et bien sûr, si en même temps les Américains et les Israéliens bombardent la ville, et qu'en plus des terroristes arrivent du Kurdistan irakien, pendant que d'autres des Takfiris viennent de la frontière pakistanaise, évidemment, ça complique tout. Alors ils mènent des manœuvres. Ils frappent des groupes terroristes dans le nord de l'Irak. Et bien sûr, l'Iran a aussi ses propres contre-mesures. La résistance en Irak, la résistance au Yémen est clairement très puissante. Et les forces armées iraniennes, le long de leurs frontières, peuvent être activées pour entrer sur ces territoires, ou même frapper en profondeur à l'intérieur de ces territoires. Cette manœuvre visait à préparer le pays à une éventuelle campagne terroriste à Téhéran ou dans d'autres villes, en même temps qu'une attaque américaine et israélienne. Tout ça, bien sûr, c'est hypothétique. Personne ne sait s'il va vraiment y avoir une attaque. L'hypothèse de travail, c'est qu'il y en aura une. Mais personne n'en est certain. Ça fait au moins 2 semaines que je dis dans votre émission qu'une attaque peut survenir à tout moment. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Même si, honnêtement, ce ne serait pas très logique que Trump attaque l'Iran juste avant d'aller en Chine. Mais bon, c'est Trump. Il n'a pas vraiment agi selon la raison ou la logique jusqu'ici. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il devienne soudainement raisonnable et logique maintenant. L'Iran, en ce moment même, se prépare à une attaque. Mais je pense que si une attaque doit avoir lieu, elle attendra sans doute son retour de Chine. Ces personnes. Hier, Donald Trump a répété cette accusation à propos de l'envoi d'armes. Vous vous souvenez? Il avait dit qu'on avait envoyé beaucoup d'armes au Kurdistan irakien pour qu'elles soient ensuite transférées en Iran, à ces manifestants en Iran. Et il a répété ça encore hier. Ce sont les mêmes personnes, juste pour que notre public comprenne. Beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que l'Iran a aidé le peuple kurde pendant la période de Daesh. On se souvient tous de ce que le général Soleimani a fait dans cette région. Est-ce que ce sont les mêmes personnes que l'Iran avait aidées? Pas forcément, non. Tout dépend de la façon dont on voit les choses. L'Iran a sauvé le gouvernement kurde. Quand Erbil était sur le point de tomber, Barzani a contacté les Américains. Ils l'ont ignoré. Alors il a contacté l'Iran et le général Soleimani a dit « D'accord, donnez-moi quelques jours ». Et Barzani a répondu « Non, ça tombe maintenant ». Alors Soleimani est parti et tout de suite, avec ses troupes, il a contre-attaqué. Et je crois qu'il s'est rendu sur place lui-même. Ils ont repoussé Daesh et sauvé Erbil. Donc, le gouvernement d'Erbil est très redevable à l'Iran. Il l'est d'ailleurs depuis l'époque de Saddam Hussein. Mais ça, c'est une autre histoire. Quand, vous savez, je crois que c'était pendant l'opération Anfal, quand Saddam a mené ses attaques chimiques et frappé le nord de l'Irak, occupé par ces groupes kurdes, environ 2 millions de Kurdes irakiens sont venus en Iran.
et 2 millions sont partis en Turquie. À la frontière turque, on ne les a pas laissés passer, donc 2 millions de personnes sont restées bloquées là-bas. En Iran, au contraire, ils ont simplement ouvert les frontières et laissé tout le monde entrer. Ces 2 millions de personnes sont arrivées en Iran, un peu comme les Afghans. L'Iran a donc toujours été très accueillant et solidaire. Mais le gouvernement du nord de l'Irak, lui, est un relais des États-Unis. C'est un allié du régime israélien. Donc, pas grand-chose de différent, un peu comme les Takfiris. Je veux dire, ceux qui pensaient que les Takfiris étaient indépendants des services de renseignement occidentaux, Daesh, Al-Qaïda et les groupes terroristes en Syrie qui contrôlent maintenant certaines zones, fermaient simplement les yeux sur la réalité. Et c'est la même chose dans le sud-est de l'Iran. Ces groupes sont contrôlés par les services de renseignement occidentaux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et le gouvernement pakistanais est incapable de faire grand-chose parce qu'il est très faible et que la situation dans le pays est loin d'être idéale. Donc je dirais que c'est le gouvernement kurde. Pardon, je suis un peu malade depuis quelques jours, je mélange souvent mes mots. Le gouvernement kurde du nord de l'Irak est compromis. Et c'est pour ça qu'il laisse ces groupes terroristes se développer. Mais il y a un point que je dois souligner. Ces groupes font bien entrer des armes. Ce n'est pas vrai de dire que les armes ne passent pas. Des armes du Mossad, de la CIA et d'autres services de renseignement soutiennent ces organisations à travers le nord de l'Irak. Ils le font aussi par le Sistan et Baloutchistan, près de la frontière pakistanaise, et peut-être depuis d'autres endroits. Mais ces Kurdes ne transmettent pas forcément tout ce qu'on leur dit de transmettre. Ce sont bien ces groupes kurdes. Donc oui, ils étaient clairement impliqués. Et des armes du Mossad et de la CIA ont été utilisées pendant l'insurrection armée violente. Mais vous savez, on a vu exactement la même chose en Syrie. Les Américains, Erdogan, Israël, les régimes du Golfe Persique, tous finançaient les groupes terroristes. Mais une grande partie de cet argent était détournée. Beaucoup d'armes étaient volées et revendues sur le marché noir. Donc, par exemple, ils encaissent un chèque. Je donne juste ça comme exemple, d'accord? Imaginons qu'ils fassent un chèque de 5 millions de dollars, qu'ils le remettent à l'un de ces chefs terroristes, Takfiri. Eh bien, ce type-là prendrait 2 millions pour acheter ce qu'il faut et il mettrait les 3 autres millions sur un compte aux Émirats ou quelque part en Europe, pour lui, pour ses proches, pour son entourage. C'est comme ça que les Saoudiens finançaient certains groupes. Et les Émiratis, au Yémen, beaucoup de cet argent partait en fumée. Souvent, on voyait même ces groupes se battre entre eux. Comme en Syrie, la plupart du temps, ces groupes terroristes s'entretuaient. C'est pour ça que la Syrie, encore aujourd'hui, reste très instable. On a appris, d'après un article du Wall Street Journal, qu'Israël aurait créé ou installé une base militaire secrète en Irak pour y mener des opérations. Je dirais que leur principal objectif, en gros, c'était soit d'envahir l'Iran, soit d'envoyer des armes, celles dont Donald Trump parle, ou encore de manipuler les frontières iraniennes. Et aujourd'hui, d'après des sources irakiennes, on a appris que la résistance en Irak a lancé une opération de grande envergure, appelée « Imposer la souveraineté » dans le désert de Najaf et de Karbala, à l'ouest du pays. Leur but, c'est de trouver cette base militaire israélienne secrète. Mais comment ça va se passer? Comment quelqu'un peut faire ça? Parce que c'est vraiment étrange quand même qu'Israël vienne en Irak pour y construire une base secrète. Je ne sais pas trop comment on peut comprendre ça. Eh bien, ces tribus qui étaient alliées à Daesh ou qui lui avaient prêté allégeance en Syrie et en Irak et qui étaient protégées par les États-Unis, à Al-Tanf, par exemple, dans cette région, elles seraient plus qu'heureuses de protéger de tels atouts.
Rappelez-vous, pendant la guerre Sadd en Syrie, Daesh, Al-Qaïda, Al-Nusra et d'autres groupes avaient des bases le long du plateau du Golan, du côté syrien. Et les Israéliens les soutenaient. Ils soignaient leurs blessés, les finançaient, leur fournissaient des armes. Quand l'armée arabe syrienne les attaquait, les Israéliens lançaient des frappes aériennes, des tirs d'artillerie, des attaques de chars. Ils ont donc toujours eu une relation de travail durable. Et c'est pareil pour les Américains. Dans les régions d'Irak où le gouvernement central est faible, évidemment, les Américains ne le laisseront jamais devenir fort. Vous savez que la richesse pétrolière passe par les banques américaines avant d'arriver en Irak. Les États-Unis peuvent bloquer l'argent irakien, comme ils l'ont fait le mois dernier, et imposer leurs conditions au gouvernement irakien. Ils disent alors, « Nous ne voulons pas de cette personne comme Premier ministre. » Très bien. Vous n'aurez pas votre argent, votre propre argent du pétrole. Les Américains ne veulent donc pas que l'Irak soit stable. Ils veulent qu'il reste fragmenté, affaibli, exactement selon les intérêts du régime israélien. C'est la politique de ce régime pour toute la région. Mais malheureusement, ces 5 dictatures familiales arabes, dans cette guerre, comme elles n'ont pas de véritable autonomie et qu'elles servent de relais aux États-Unis, permettent à Washington de mener la guerre et de tenter d'affaiblir l'Iran. L'objectif, c'est de transformer l'Iran en une autre Syrie ou en un autre Irak. Mais quoi qu'il en soit, cela finirait par provoquer leur propre destruction. C'est là toute la folie de leur politique. Ils ne comprennent pas qu'au bout du compte, ils n'auront plus de protecteurs. En tout cas, l'Irak est faible et les Américains essayent d'affaiblir le Hashd, les forces de mobilisation populaire, et ce n'est pas sans raison. Parce que ces forces peuvent imposer la souveraineté, elles peuvent contrôler le pays. Mais les Américains, eux, ne veulent pas de ça. Le Wall Street Journal a rapporté que les Émirats arabes unis menaient en secret des attaques contre l'Iran. Je ne sais pas à quel point c'était vraiment secret, parce qu'il semble que l'Iran savait très bien ce qui se passait avec les Émirats, la présence de forces israéliennes sur leur territoire, et la façon dont ils coopéraient et aidaient les Israéliens dans la guerre contre l'Iran. Oui, l'Iran dit ça depuis un moment, et le Wall Street Journal ne fait que reprendre ce que vous avez déjà évoqué dans votre émission, sans doute avec plusieurs invités depuis un certain temps. Après le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, le régime émirati a mené des frappes contre l'Iran. Il y avait déjà eu quelques incidents avant, mais les Iraniens ont riposté très durement après le cessez-le-feu. Si vous vous souvenez, il y a eu de lourdes frappes sur les Émirats. C'était une réponse directe à ces attaques menées par eux. Les Iraniens le savaient, et même les médias iraniens ont rapporté que l'armée israélienne était présente au Qatar dans leur dispositif de défense. Je crois que c'était aussi dans les médias qu'ils avaient amené des systèmes de défense aérienne, le fameux dôme de fer, et que le Mossad avait confirmé qu'il y avait des vols directs, plusieurs chaque jour. Donc, c'est un pays, je ne peux même pas l'appeler un allié. Il soutient le régime israélien. Sa politique dans la Corne de l'Afrique est alignée sur les intérêts du régime israélien. Sa politique dans la péninsule arabique, c'est pareil. Même les Saoudiens en sont irrités. Donc, on n'attend rien de plus de leur part. Mais les Iraniens les ont prévenus. À partir de maintenant, on vous frappera chaque fois qu'on se sentira menacé, parce que vous êtes du côté de notre ennemi. Et on a vu, je crois que c'était juste récemment, un pétrolier, je pense que c'était hier, qui a été frappé au large de Jeddah. Donc les Iraniens leur disent en gros, sans notre autorisation, vous ne pouvez pas utiliser vos ports en dehors du golfe Persique, parce que vous vous comportez comme un ennemi.
vous êtes un allié du régime israélien, il mène une guerre contre nous, vous êtes un allié du Mossad et bien sûr de Trump, et vous encouragez la guerre. Donc, vous devez en payer le prix. Les avertissements que l'Iran adresse à Abu Dhabi et à l'émirat d'Abu Dhabi en particulier sont très sévères et très sérieux, et ils ont montré qu'ils l'étaient vraiment. Ils ont dit « vous finirez comme le nord de l'Irak ». Et on voit bien ce que les Iraniens font dans le nord de l'Irak. L'un des membres du bureau du président du Parlement a tweeté que si les États-Unis attaquaient l'Iran, alors l'Iran envisagerait d'augmenter l'enrichissement de l'uranium de 60 à 90%. Alors, comment l'Iran perçoit-il la dissuasion qu'il peut atteindre? Parce qu'au fond, malgré tout ce qu'on vient de dire, malgré ce conflit et cette guerre qui tue beaucoup de gens, y compris des civils en Iran, l'Iran cherche à atteindre ce niveau de dissuasion. C'est, après tout, l'objectif principal pour les Iraniens. Et comment cela va-t-il se traduire dans l'esprit des décideurs iraniens? Eh bien, je ne sais pas si cela va devenir la politique de l'Iran ou non. C'est bien sûr une personnalité influente, mais ce n'est pas lui qui prend la décision finale. Il peut participer au processus de décision, oui, mais pas plus. Et évidemment, le comportement des États-Unis pousse l'Iran à modifier sa politique de sécurité. L'un de ces changements, c'est de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Ce sont des eaux territoriales iraniennes, pas des eaux internationales. L'Iran n'a signé aucun accord international à ce sujet. En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, Oman l'a fait. Mais en tout cas, l'Iran dit maintenant, nous allons contrôler le détroit d'Ormuz depuis l'Iran. Ce n'était pas un sujet dont on parlait. Ce n'est pas quelque chose que j'avais évoqué dans vos émissions auparavant. Je n'aurais jamais imaginé que l'Iran irait dans cette direction, mais c'est ce qui s'est passé. Alors, encore une fois, si vous regardez l'article dans The Atlantic, il s'agit de l'Iran et d'un allié du régime israélien. C'est une défaite sérieuse pour les États-Unis et pour le régime israélien. Et s'il continue la guerre, la situation va empirer. Cela provoquera le chaos, des destructions et beaucoup de gens mourront. Mais surtout, l'économie mondiale s'effondrera. Ça ne se terminera pas bien pour eux et l'Iran en sortira vainqueur. Ça va empirer pour eux. Plus ils mettent la pression, plus ils donnent à l'Iran une raison de s'éloigner de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour adopter des politiques comme celles qu'on a vues dans le détroit d'Ormuz. C'est de leur faute. On se souvient tous qu'en 2015, l'Iran a signé un accord sur le nucléaire. Ce n'était pas un bon accord. Il avait beaucoup de défauts. Il profitait bien plus aux États-Unis qu'à l'Iran. Mais malgré tout, l'Iran a accepté de le signer parce qu'il n'avait rien à cacher. Et les États-Unis l'ont détruit. Trump l'a détruit. Obama aussi, d'une certaine manière, parce qu'il a fini par convaincre les Iraniens ordinaires que les États-Unis n'étaient pas sincères dans l'application de leur part du marché. C'était l'un des défauts de cet accord. Les Iraniens, eux, ont respecté leurs engagements. Ça aurait pu être mieux négocié, mais les Américains ne l'ont pas fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on voit un style de négociation très différent avec l'Iran. Si les Américains n'appliquent pas leur part de l'accord, l'Iran ne le fera pas non plus. Alors, quand Netanyahou a refusé d'accepter le cessez-le-feu au Liban, les Iraniens ont déclaré que les navires de ces 5 pays ne pourraient pas passer par le détroit d'Ormuz. À mon avis, c'est en partie lié à notre expérience de 2015. Mais à l'époque, nous étions prêts, l'Iran était prêt à être transparent sur le programme nucléaire. Il n'avait rien à cacher. Le comportement américain, lui, pousse les gens dans une direction tout à fait différente. Et je n'ai pas vu de sondage récent, mais je suis presque sûr qu'une large majorité d'Iraniens voudraient posséder l'arme nucléaire.
Je pense que beaucoup de gens disent que les points que l'Iran demande, en gros, la levée des sanctions, la libération des avoirs gelés et un nouvel accord nucléaire, ne dépendront pas entièrement de l'administration Trump, ni de Donald Trump lui-même en tant que président des États-Unis. Mais à mon avis, l'Iran sait très bien de quoi il parle, parce qu'il a déjà vécu cette expérience avec le JCPOA, qui avait été signé directement par le président américain, sans être ratifié par le Congrès. Et c'est là que résidait le principal problème. D'un autre côté, l'Iran cherche à négocier entre deux pays, pas entre deux présidents. Il s'agit de l'avenir. Si un accord doit être conclu, il doit l'être entre les deux États. Le prochain président pourrait arriver et dire « Je ne suis pas d'accord », comme l'a fait Donald Trump auparavant. C'est pour ça que l'Iran demande la levée des sanctions et la libération des avoirs gelés. Est-ce bien ça le plan? Oui, mais je pense que les Iraniens ne sont pas très optimistes à l'idée que les États-Unis aillent un jour dans cette direction. Au mieux, on aura un cessez-le-feu et un accord limité sur certains points, juste de quoi faire baisser un peu les tensions dans la région. Je pense que les États-Unis ne sont pas capables de négocier de manière raisonnable. Les demandes de l'Iran sont toutes raisonnables. Rien dans ces demandes n'est irrationnel. C'est toujours la même chose. Nous avons besoin, nous voulons des réparations. Bien sûr, c'était une guerre non provoquée. Ils ont tué, ils ont massacré des enfants, ils ont détruit des hôpitaux, des usines pharmaceutiques, des milliers de maisons, des infrastructures civiles. Ils doivent payer des réparations. Les Américains sont, disons, choqués. Et les médias occidentaux disent que ce n'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que les journalistes occidentaux, les politiciens occidentaux, les élites occidentales disent « Nous, on ne paye pas de réparations. On fait la guerre, on tue au massacre. » On dirait qu'on a perdu le professeur Marandi. J'espère qu'il va pouvoir revenir. Voyons un peu ce qui s'est passé avec la connexion. Oui, je pense que la situation avec l'Iran, c'est que l'Iran sait très bien ce qui se passe avec les États-Unis. À mon avis, c'est pour ça qu'il demande la levée des sanctions et la libération des avoirs iraniens gelés. En gros, ces fonds ne sont pas aux États-Unis, mais dans d'autres pays comme le Qatar ou la Corée du Sud. Et puis, il y a aussi la question du Hezbollah. Ce dont je voulais parler, et poursuivre avec le professeur Marandi, c'est justement le cas du Hezbollah et la façon dont le Hezbollah est en train de tout changer, y compris les calculs du côté israélien. Netanyahou, Benjamin Netanyahou, a déclaré que la guerre n'était pas terminée. Si vous vous souvenez, dans sa dernière interview à l'émission 60 minutes, il a dit que nous étions à quelques mois de mettre fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Oui. Alors, professeur Marandi, je sais que vous ne vous sentez pas très bien, professeur Marandi, et la connexion Internet ne nous aide pas vraiment. Mais pour conclure cette session, professeur Marandi, dites-nous un mot sur ce que fait le Hezbollah, parce que je pense que c'est vraiment important ce qu'ils accomplissent en ce moment. Ils frappent le système de défense aérienne d'Israël avec des drones FPV. Quelle est, selon vous, la position du Hezbollah? Your understanding of the position of Hezbollah? Eh bien, ils sont extraordinaires. Et ceux qui soutiennent la résistance le sont tout autant. Les Israéliens, Al-Qaïda, Daesh et les marionnettes américaines à Beyrouth complotent tous pour les détruire. Ils empêchent les réfugiés de trouver des endroits décents où s'installer. Le gouvernement libanais essaie de le faire, et le gouvernement syrien tente aussi de les bloquer. Mais malgré tout ça, malgré le harcèlement, malgré les provocations venues du Liban et de la Syrie, on voit bien que ces gens soutiennent pleinement la résistance. Et malgré la culture, ils se battent pour le Liban. Avant, ils faisaient appel à l'Irak, à l'Iran, pour aider les familles qui n'ont plus de maison.
Ils ne peuvent plus recevoir d'argent, ni d'Irak, ni d'ailleurs. Ils sont encerclés. Mais malgré tout ça, malgré le fait qu'il y ait un complot pour imposer la misère aux partisans de la résistance, aux familles, à la communauté, à la majorité des Libanais qui la soutiennent, eh bien, ils ripostent durement contre les Israéliens. Et ils les punissent. Et pendant qu'ils infligent ces pertes à l'armée israélienne, bien sûr, les Israéliens se vengent en bombardant des immeubles d'habitation, des familles, en massacrant des femmes et des enfants, parce que c'est ce qu'ils font. Et là, vous voyez, il faut comparer ce qui se passe à Gaza et au Liban. Au Liban, les médias occidentaux ont toujours prétendu qu'ils ne pouvaient pas tout confirmer, parce qu'ils disaient « Nous n'avons pas de présence sur place ». Mais au Liban, ils sont bel et bien présents. Il y a plus de journalistes occidentaux au Liban que dans n'importe quel autre pays arabe. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils détournent le regard. Ils essayent de justifier le récit du régime israélien. Ils appellent ces zones des bastions du Hezbollah ou des cibles du Hezbollah, alors qu'ils savent très bien que des familles sont massacrées et que le gouvernement libanais cherche à étouffer les partisans du Hezbollah, tout comme le font Daesh et Al-Qaïda. Alors, que les médias occidentaux soient présents ou non, ça ne change rien. Ces journalistes appartiennent aux grands médias occidentaux. Ce sont des agents de l'Empire. Ils se sont déjà bien dévoilés au cours des 2 ou 3 dernières années. Ce sont des sténographes, et ils feront tout ce que la classe Epstein leur demande de faire. Oui, merci beaucoup, professeur Marandi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous irez mieux très bientôt. Merci Nima. C'est toujours un vrai plaisir et un honneur d'être dans ton émission. À très bientôt. See you soon.